Je sors du brouillard pour vous préparer le numéro 22 de la rétrospective de la semaine pédocriminelle. Désolée, mais j'avais vraiment trop de boulot en décembre. Aussi, je profite de l'arrivée de la nouvelle année pour vous présenter mes meilleurs vœux et le numéro 22 dans la foulée. Première partie, à l'étranger. Affaire numéro 1, Saint-Hyacinthe, Canada, 19 février 2024 et 4 décembre 2024. Chaque personne, quel que soit son âge, a le droit de dénoncer. Et ce n'est pas parce que ça fait des années qu'il est trop tard, c'est possible, a insisté une victime de Gilles Robineau au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Les femmes présentes dans la salle ont poussé un soupir de soulagement et se sont fait des accolades en voyant leur agresseur se faire passer les menottes. Intérieurement, je suis satisfaite. Je ressens même un apaisement dans tout mon corps, a expliqué l'une d'elles. Quelques minutes avant, le professeur retraité en éducation physique a été condamné à 60 mois de détention. En février, Gilles Robineau, 74 ans, avait été reconnu coupable d'agression sexuelle, contact sexuel et attentat à la pudeur sur 7 élèves entre 1975 et 1981. Il sera inscrit pendant 10 ans au registre des délinquants sexuels et ne pourra occuper un emploi qui le placerait en situation d'autorité pour le reste de sa vie. Affaire numéro 2. Villa Mela, Santo Domingo Norte, République dominicaine, le 20 novembre 2024. Jeremia Reynoso Paniaga, 23 ans, a été condamné à 20 ans de prison pour le viol d'un garçon âgé de 12 mois. Cette affaire est malheureusement typique des doutes que devrait avoir chaque parent avant de confier la garde de leur enfant à un adulte qu'ils, soi-disant, connaissent. C'est le 23 juillet 2023 que le père de l'enfant d'1 an s'est présenté à l'unité de soins pour victimes de violences de genre, sexuelles et domestiques, du parquet provincial de Saint-Domingue est venu dénoncer Jeremia pour le viol de son bébé. La mère et le père avaient confié la garde de leur bébé à Jeremia le temps de leur journée de travail. Celui-ci les a contactés en cours de la journée pour les prévenir que le bébé était tombé dans la cour et que son anus saignait. Sa mère est donc revenue au domicile et l'a emmené à l'hôpital avec Jeremia. Celui-ci en a profité pour s'échapper. Les médecins ont alors confirmé que le bébé avait été sodomisé. Deuxième partie, en France. Affaire numéro 3, Cherbourg, dans la Manche, 10 octobre 2024. La Cour criminelle de la Manche a condamné un marin-pêcheur de 45 ans, reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur sa fille, de ses 6 ans à ses 13 ans, à 11 ans de réclusion criminelle et à 7 ans de suivi socio-judiciaire avec obligation de soins. Il est désormais interdit de toute autorité parentale sur sa fille. Affaire numéro 4, Rennes, Ille-et-Vilaine, 6 décembre 2024. La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rennes a confirmé ce vendredi 6 décembre 2024 le maintien en détention d'un homme de 38 ans. Ce dernier est le repreneur de l'institution à Rennes, le Coq Gatsby, un hôtel spa-restaurant. L'affaire est instruite par un juge d'instruction de Lorient où le trentenaire a été mis en examen et incarcéré le 21 novembre 2024 pour viol et agression sexuelle sur 2 mineurs. Des faits dénoncés par un jeune de 17 ans et un enfant de 10 ans. Le jeune apprenti avait confié en avril 2024 à sa conseillère d'insertion et de probation, après avoir eu des relations sexuelles avec son maître d'apprentissage dès ses 15 ans, et ce pendant 3 ans. Il a aussi révélé à sa mère des faits de même nature sur un garçon de 10 ans de la famille de son ex-patron. Celui-ci demandait, ce jeudi 5 décembre 2024, sa remise en liberté pour s'installer au domicile des parents de son compagnon, qui est aussi son associé au sein de l'institution rennaise. L'avocat général réclamant une expertise psychologique et psychiatrique, il a réclamé une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Lorient. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rennes s'est rangée à son avis et a maintenu le restaurateur en détention provisoire. Affaire numéro 5, Ariège, 4 décembre 2024. L'ancien journaliste et professeur d'aïkido Jean-Philippe Desbordes a décidé de faire appel après sa condamnation par la cour d'assises de l'Ariège à 20 ans de réclusion criminelle. Pendant de longs mois, Jean-Philippe Desbordes, âgé d'une 50aine d'années, a fait vivre des violences et des sévices sur les 3 filles de son ex-compagne. Il a été condamné pour viol, acte de torture et de barbarie le 22 novembre dernier. Son ex-compagne, condamnée à 5 ans d'emprisonnement pour complicité dans l'exécution de viol, n'a pas fait appel de la décision du tribunal. Rappel des faits.
Jean-Philippe Desbordes est en effet un ancien journaliste indépendant ayant travaillé de la fin des années 1980 à 2006 pour différents médias, Radio France, France Info, Charlie Hebdo, Libération. Des émissions TV comme La Marche du siècle, Pièce à conviction, Envoyé spécial, Le Vrai Journal, Arte Info, Arte Reportage. Il sera également primé pour un documentaire sur le nucléaire diffusé par France Télévisions. L'homme a bâti sa carrière sur des mensonges, s'attribuant faussement des titres de psychiatre, anthropologue ou encore chercheur au CNRS, sans avoir jamais obtenu de ces qualifications, au point de s'auto-désigner professeur d'aïkido et expert d'aïki-thérapie, une pratique respiratoire de son invention. Jean-Philippe Desbordes sera d'ailleurs régulièrement invité dans les médias pour en parler à travers la publication de ses livres, que ce soit dans Psychologie Magazine, Europe 1, France Culture ou CNews. Les faits cités courent sur une période allant de 2017 à 2020 lors de son passage dans le département de l'Ariège où il avait repris un cours d'aïkido. Incarcéré durant 4 ans, il a été jugé pour viol et actes de barbarie sur les 3 filles de sa compagne, Sylvie B., elle-même accusée de complicité. L'aînée, Neguineva Momeni, alors mineure, accuse Desbordes de l'avoir forcée au moins 700 fois à des actes sexuels quotidiens et à des pratiques sadomasochistes. Desbordes aurait mis en place un système d'obéissance et une entreprise de démolition de la personnalité sous couvert d'éducation et de thérapie par l'aïkido. Les victimes auraient subi des entraînements quasi militaires, des privations de soins, de sommeil et d'alimentation, ainsi que des sévices physiques. En plus de sa condamnation, l'ancien journaliste est sujet à une mesure de suivi socio-judiciaire de 7 ans avec injonction de soins. Il a aussi interdiction d'entrer en contact avec les 3 victimes et son ex-compagne. S'il ne respecte pas ces règles, il pourrait purger 5 ans de prison supplémentaire. Affaire numéro 6, Brochon, Côte d'Or, le 3 décembre 2024. Les jeunes du lycée Liège à Brochon ont appris la nouvelle sur Internet. L'un de leurs professeurs de physique-chimie a été interpellé à Dijon après la découverte de 100 000 images pédopornographiques chez lui. Ils ont manifesté devant l'entrée de l'établissement le mardi 3 décembre. Le proviseur du lycée a mis en place une cellule d'écoute et de soutien pour tous les élèves de l'établissement. Le professeur visé est lui sous contrôle judiciaire depuis le vendredi 29 novembre et sera jugé ce mois de janvier. Affaire numéro 7, Tours et Loches en Indre-et-Loire, 27 novembre 2024. Personne ne pourra plus dire que les victimes de l'abbé Tartu mentaient. Le collectif de victimes Les Voix libérées et l'archevêque de Tours ont donné une conférence de presse le vendredi 29 novembre après la condamnation par le tribunal pénal canonique de l'abbé Bernard Tartu, 88 ans, ancien prêtre du diocèse de Tours, pour des milliers de viols et agressions sexuelles infligées sur 21 choristes mineurs faisant partie de sa chorale entre 1960 et 1990. Mais en fait, bien plus. La première plainte avait été déposée en 2006 par Gilles, mais sans effet car portant sur des faits trop anciens, comme les autres plaintes déposées au fil des ans par 8 autres anciens chanteurs. Malgré tout, même si les faits étaient prescrits en droit pénal, l'enquête a permis de recueillir les témoignages concordants d'anciennes victimes. Des faits qui ont aussi été en partie reconnus par l'abbé Tartu. C'est donc finalement l'Église qui a décidé de condamner l'abbé Tartu, aujourd'hui âgé de 88 ans. L'abbé Tartu a l'interdiction d'officier, plus le droit non plus d'accompagner spirituellement des mineurs, il est aussi assigné à domicile hors de l'Indre-et-Loire. Selon l'archevêque, il était préférable de garder l'abbé Tartu sous surveillance plutôt que de le laisser faire éventuellement d'autres victimes. Il n'y a pas de bracelet électronique avec l'Église, il n'y a pas de prison de l'Église. Mais on peut quand même, pour une personne qui a été condamnée, qui est dangereuse, en la gardant à l'intérieur de l'institution, s'assurer un minimum du fait que les conditions sont telles qu'il ne pourra pas repasser à l'acte. Rendre publique cette condamnation pourrait permettre de révéler d'autres abus. L'abbé Tartu a travaillé avec 1000 jeunes chanteurs. Il y a peut-être davantage de victimes que les 21 déjà recensées. Affaire numéro 8. Bègle, en Gironde, 14 novembre 2024. Ce mercredi 13 novembre, Vincent Terrasson, un pédocriminel multirécidiviste de Bègle de 34 ans, a été condamné à 10 ans de prison ferme pour des téléchargements de milliers d'images pédopornographiques et pour agression sexuelle de 2 petits garçons rencontrés via le jeu en réseau Fortnite. Il avait été repéré par le FBI.
Cette affaire soulève des interrogations à propos de la récidive des pédocriminels et du non-respect des interdictions liées au suivi socio-judiciaire. Si je refais l'historique criminel de Vincent Terrasson, ça nous donne. Printemps 2023, Vincent Terrasson, sous le pseudo DadBoyFR, diffuse des photos sur le Darknet qui alertent le FBI, qui aussitôt contacte les agents de l'Office des mineurs en France. Il remonte alors jusqu'à Vincent Terrasson. En septembre 2023, le Begley est interpellé, mis en examen et placé en détention provisoire. Des milliers d'images pédopornographiques sont découvertes sur les équipements informatiques. Déjà condamné à 3 reprises pour des faits similaires, dont la première fois en 2018, à 6 ans de prison, il est sorti à mi-peine en septembre 2021. Vincent Terrasson avait été condamné en 2009 à 3 ans de prison avec sursis pour une agression sexuelle commise quand il avait 15 ans et pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. En 2013, il a été condamné à 3 ans de prison pour détention et diffusion d'images pédopornographiques et pour instigation à la corruption de mineurs. Il a tenté d'obtenir des images ou propos à caractère sexuel sans y parvenir. Et en 2018, des faits similaires lui ont valu une peine de 6 ans de prison ferme. Plus de 150 000 fichiers pédopornographiques avaient été retrouvés dans ses téléphones et ordinateurs. Il a finalement purgé sa peine en 2 ans et demi. Il est soupçonné d'avoir récidivé quelques jours après sa remise en liberté en septembre 2021. Il était pourtant astreint à un suivi socio-judiciaire de 10 ans, comprenant notamment une injonction de soins et l'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs. C'est par le biais du célèbre jeu vidéo en ligne Fortnite que Vincent Terrasson serait rentré en relation avec des jeunes garçons. En 2022, il répond au message d'une mère sur un groupe Facebook dédié à Fortnite. Elle cherche de l'aide pour un problème technique pour son fils de 9 ans, qui est joueur. Le trentenaire la conseille et s'invite petit à petit dans la vie de cette famille monoparentale installée en Vendée. L'enfant est l'une des victimes présumées d'agressions sexuelles. La deuxième est l'un de ses camarades. Passons maintenant au sujet du mois. Je vais vous donner quelques nouvelles de la commission parlementaire sur les dysfonctionnements de l'ASE. Dans un article de l'Actu juridique du 6 décembre, Isabelle Santiago, députée socialiste du Val-de-Marne, nous parle de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements de l'ASE qui vient de reprendre ses travaux. Vous avez bien évidemment le lien vers l'article complet, je vous donne uniquement les grandes lignes. Cette commission d'enquête avait été lancée en avril 2024, mais la dissolution de l'Assemblée avait mis fin aux travaux qui avaient commencé à être menés. Pourtant, la situation en protection de l'enfance est actuellement catastrophique. Cette commission d'enquête a pour but d'émettre un rapport qui sera remis à l'Assemblée nationale pour émettre des préconisations qui pourraient être mises en place tout de suite, tout en ayant une vision à moyen et à long terme. Mais les enjeux majeurs ne sont pas d'ordre législatif. Par exemple, il manque 30 000 professionnels en protection de l'enfance. Cela relève des services de l'État, car la formation initiale et continue, tout comme la revalorisation des métiers, relève de sa responsabilité et non pas du département. Il faut donc anticiper la situation à l'horizon de plusieurs années. Dans les services des grandes administrations centrales françaises, on sait qu'il y a un changement dans les métiers, notamment depuis le Covid. Aujourd'hui, travailler dans le social, c'est travailler un week-end toutes les 3 semaines, travailler de nuit, c'est un métier difficile. Il faudrait donc une revalorisation de la profession. Malgré l'évolution des lois relatives à la protection de l'enfance, en 2007, en 2016, en 2022, la situation semble de pire en pire. Le législateur donne une ligne, mais sur le terrain, il y a plein de choses qui ne vont pas en raison de la situation administrative, organisationnelle, professionnelle, extrêmement tendue dans la profession. Par exemple, la justice suit dans certaines juridictions 400 ou 600 dossiers. Ou alors, le fait qu'il soit techniquement possible de consulter le FIJAIS par l'employeur, mais en fait, par manque de temps, souvent ils ne le font pas. Donc dans le cadre de la commission d'enquête, le but est de décortiquer tout le processus et de voir comment mieux faire les choses. Pour Isabelle Santiago, la justice et le département doivent travailler main dans la main puisque 90% des enfants sont sous mandat de l'ASE par décision de justice. Il faut améliorer la situation en termes de santé. La prise en charge n'est pas suffisante alors que ça devrait être une priorité. Les psychotraumas ne se règlent pas en claquant des doigts. Dans certains départements, le délai est de 2 ans avant d'avoir un suivi dans un CMPP. Les enfants confiés à l'ASE sont aussi souvent porteurs de troubles qui ont amené un handicap, puisqu'entre 27 et 45% des mandats comportent une mesure MDPH. Et une partie de ces enfants sont pris en charge en Belgique, faute de place dans nos départements.
Le comité de vigilance des enfants placés, qui regroupe des adultes de tout âge ayant été placés, est favorable à une recentralisation de la protection de l'enfance. Mais pas Isabelle Santiago. Isabelle Santiago rappelle qu'il y a 40 ans, avant la décentralisation, ce n'était pas mieux. La centralisation a montré que ça ne fonctionnait pas mieux. Les enfants de la DAS s'en rappellent. La réponse doit être de garder l'espace territorial avec le département aujourd'hui, tout en remettant l'État au centre du jeu pour tout ce qui touche aux questions de santé, d'éducation, de justice. L'État s'est désengagé de ses missions régaliennes avec la décentralisation, et c'est à ça qu'il faut remédier. En revanche, elle est d'accord avec le comité de vigilance pour créer un organisme de contrôle autonome. Ce ne doit pas être le financeur qui peut faire les contrôles, et les contrôles doivent aussi bien concerner l'aspect financier que la qualité de l'accueil des enfants. Il faut que les députés puissent, comme ils le font dans les prisons, faire des visites surprises de contrôle. Il faut aussi que les jeunes puissent être représentés par des avocats, aussi petits soient-ils, pour défendre leurs intérêts. Pour terminer ce numéro 22, je vous laisse avec une vidéo tournée lors d'un stage de jeunes kayakistes, au début duquel on voit Jean-Yves Prigent brandissant fièrement le drapeau breton. Je vous donne le lien de cette vidéo qui se trouve sur YouTube. On pourrait y voir une vidéo innocente de quelques adolescents s'amusant pendant un stage. Cependant, quand on connaît le passif de Jean-Yves Prigent, surtout pendant ses stages avec les jeunes kayakistes, on ne peut pas avoir ce regard aussi naïf sur ces images. Alors prenez le temps de regarder cette vidéo. Vous y verrez à l'intérieur des scènes assez explicites, mais c'est surtout la fin qui est assez choquante avec la scène qui est filmée de dos où on voit les jeunes qui repartent sur un chemin cul nu. Et donc image finale, ce sont les filles du groupe qui sont toujours cul nu, prises en photo de dos. En tout cas, voici la fin du numéro 22, donc je vous souhaite une bonne année 2025. Donc je peux déjà vous dire que le numéro 23 sera un numéro spécial, numéro consacré à l'affaire Pellico. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo. Je vous retrouve bientôt et je vous dis, prenez bien soin de vous.